Alors, bonjour, bienvenue à ceux qui se connectent à l'instant et à ceux qui vont nous suivre en replay. C'est avec joie que nous vous accueillons sur cette plateforme, les trésors du Seigneur. Alors, n'hésite pas, tu vas recevoir un partage de qualité, je suis vraiment sûre. N'hésite pas de partager autour de toi parce qu'il y a un jeune comme toi qui a besoin de ce message. Comme annoncé sur l'affiche, nous allons aborder un sujet qui touche les enfants. Évidemment, nous sommes en un temps où nous parlons beaucoup de rentrée scolaire, des parents qui sont parfois dans le stress, les enfants aussi qui sont dans le stress. Mais ce moment, c'est vraiment t'apporter, te rassurer, te dire que tu ne dois pas stresser parce qu'il n'y a pas à stresser. Nous avons une invitée avec nous qui va te donner des clés, comment accompagner ton enfant à cette rentrée, à cette saison de rentrée scolaire. Alors n'hésite pas, partage et reste connecté jusqu'à la fin. Ici, tu es sur la plateforme des Trésors du Seigneur. C'est quoi les Trésors du Seigneur? C'est une plateforme qui aide les jeunes adultes à prendre des décisions éclairées à travers la sagesse des seigneurs avisés et sages. Je vais d'abord commencer tout d'abord à remercier mes proches qui me permettent de prendre ce temps vraiment afin de vous véhiculer ce message. Je remercie aussi spécialement notre invité qui a accepté de donner de son temps qui est si précieux à lui. C'est une femme entrepreneur. Elle nous a accepté vraiment de nous de donner ce temps-là afin que nous puissions bénéficier de cette sagesse-là qu'elle a acquis tout au long de son parcours, tout au long de son expérience en tant que maman, en tant qu'aînée, en tant que femme entrepreneur. Alors, je vais vous laisser la parole, Gisèle. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Merci Leslie, merci. Je pense que c'est plutôt à moi de te remercier pour ce temps que nous allons prendre pour les jeunes. C'est vrai que c'est très important de faire une halte pour cette jeune génération-là qui vit plusieurs défis. Alors, me présenter, ça va être, je vais essayer de faire synthétique. Moi, je dis toujours que j'ai eu 2 vies. La première, c'est celle de médecin du travail, que j'ai médecin pour laquelle, pour ce poste-là, j'ai exercé pendant 33 ans. J'ai pris ma retraite il y a 4 ans environ. Et actuellement, dès ma retraite, je me suis remise aux études et actuellement, je suis architecte d'intérieur. Voilà, donc c'est la profession que j'exerce actuellement et en tant qu'entrepreneur et en tant que, voilà, en tant qu'architecte, voilà. Mais évidemment, je n'ai pas abandonné mon métier de médecin puisque de ce côté-là, j'avais fini comme auditeur qualité ISO 9001. Donc, de temps en temps, je suis appelée pour faire des audits ISO 9001 dans le domaine de la santé. Donc, voilà. Et à part le côté professionnel, ben, je suis épouse, je suis maman de 2 enfants et je suis également mamie de 2 enfants. Voilà. Pour faire court. Merci. C'est vraiment une immense joie pour nous de vous avoir sur cette plateforme, les Trésors du Seigneur. Et du coup, nous allons aborder un thème qui est très précieux, très précieux. De la même manière que les enfants sont précieux à nos yeux, ce thème aussi il est précieux. Il s'agit en fait, le thème que nous avons choisi pour parler de pour aborder en fait cet échange, ce partage, c'est comment accompagner nos enfants dans leur prise de décision. Nous sommes dans une saison de rentrée scolaire où vraiment c'est l'occasion de prendre des bons choix. C'est pas un milieu d'année où on va commencer à se réveiller là. C'est dès maintenant pour les retardataires. Parce que les parents sages, ils ont déjà bien repris de l'avance bien avant.
Mais il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. Voilà pourquoi nous mettons en place ce temps d'échange, ce temps de partage, afin de vous apporter vraiment un contenu de qualité, afin d'équiper nos jeunes parents qui nous écoutent, d'équiper aussi les enfants, parce que si on équipe les parents, on équipe aussi les enfants, d'équiper ces enfants-là pour que vraiment ils puissent prendre la bonne direction dès le départ, en fait. Donc, nous allons sans plus tarder, nous allons commencer la première question. Alors, nous sommes dans une société où on fait face, comme vous le savez, à une panoplie d'informations, hein, et en parallèle, on a des jeunes qui sont de plus en plus indécis face aux choix du quotidien. La question, elle est de savoir, en cette saison de rentrée, Madame Gisèle, quels sont selon Dis simplement Gisèle et ça sera bien. Enlève le madame. saison de rentrée, quels sont selon vous en fait les critères qui permettront à un jeune adulte, un jeune parent, non, à un jeune indécis de faire le choix qui lui permettra d'éviter plus tard des regrets. Donc, on a un jeune là qui est en pleine phase de rentrée scolaire. Il est un peu perdu là. Il doit prendre des choix décisifs pour son avenir. Et quels sont selon vous en fait les critères qui lui permettront en fait de prendre des bonnes décisions qui vont éviter plus tard des regrets? Tout à fait. Bon, alors, les critères, déjà, cette question est assez vaste parce qu'il faudrait qu'on la resitue dans un contexte parce que ça dépend de la nature de l'individu, hein, de ce jeune-là qui est là, ça dépend du contexte, ça dépend voilà, de son parcours antérieur et tout ça. Et il faut savoir que chaque individu est unique, hein, on peut pas donner enfin, je ne pourrais pas donner une réponse universelle. Mais par contre, la seule chose que moi, j'aimerais leur dire, c'est que s'il est dans une saison où il est indécis, il serait important pour lui déjà de faire une pause. Hein? Une pause, on prend pas des décisions importantes comme ça qui concernent sa vie, voilà, sur un coup de tête. Il faut qu'il se pose, qu'il fasse une sorte d'auto-évaluation, qu'il essaie de se demander comment il se projette dans les 5 ans, dans les 10 ans à venir. Et qu'à partir de cet instant-là, il saura à peu près ce qu'il aimerait, ce qu'il n'aimerait pas faire. Alors, il est à la saison de la rentrée, je suppose qu'il est déjà dans un parcours, oui, alors il est en train de passer d'une étape, d'un cycle à un autre, mais c'est important à chaque fois de se poser la question, qu'est-ce que nous voulons vraiment pour nous-mêmes? Donc, à ce jeune-là, il faudrait qu'il puisse faire cette auto-évaluation de ce qu'il est, de ce qu'il aimerait être, de ce qu'il aimerait faire. Et pour faire cette auto-évaluation, il faudrait qu'il se mette au centre. C'est lui qui est important, lui en tant que personne, en tant qu'individu. Alors, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il aime? Quelle passion? Quel objectif vise-t-il? Alors, et surtout les objectifs à long terme, parce qu'il s'agit de prendre des décisions pour sa vie. Alors moi, je reviens là-dessus en disant que il faut qu'il réfléchisse à ça. Comment il se voit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et qu'il fasse un choix qui soit en harmonie avec ses valeurs. Encore faudrait-il qu'il en ait. Hein? Donc, et quand il aura trouvé un choix, ou 2 ou 3, il faut qu'il consulte des personnes. Moi, je ne dirais pas mentor aujourd'hui, c'est la mode, mentor, coach, tout ça. Non, il faut qu'il trouve des personnes de référence, des modèles, des personnes à qui il peut exprimer ses doutes, ses craintes. Et puis, ces personnes-là qui sont peut-être plus avancées que lui ou qui ont déjà plus d'expérience vont essayer de confronter ses choix à des inconvénients, des avantages en regardant sa personnalité et pourront lui dire, voilà, va dans cette voie, moi je te conseillerais. Et puis bon, vas-y. Moi, c'est déjà les premiers éléments de réponse que j'apporterai à ce jeune-là. S'arrêter, s'auto-évaluer, faire un choix, toujours en harmonie avec ses valeurs,
et puis les confronter avec des personnes d'expérience pour valider ou non ces choix-là. D'accord. Merci. Nous allons rebondir. En fait, vous avez parlé des valeurs. C'est très important, hein, les valeurs, en fait. Et la deuxième question est de savoir quelle est la place des valeurs dans la prise de décision. Ah. Si on veut bien approfondir, si on se focalise juste sur les valeurs là, quelle est sa place en fait dans nos prises de décision au quotidien? Pour moi, les valeurs, c'est le pilier d'une vie. On ne peut pas vivre en tant qu'être humain sur cette terre en n'ayant pas de valeurs. Ce sont les valeurs qui vont nous construire, qui vont nous façonner, qui vont modeler toutes les décisions que nous allons prendre. Parce que ce sont ces valeurs-là qui vont être des références. C'est comme des guides. Quand on est, nos parents nous donnent des balises, qu'on appelle l'éducation. Mais à un âge, nous prenons le relais à partir des valeurs que nous nous serons fixées. Moi, je crois que ces valeurs-là, c'est les principes fondamentaux qui doivent guider nos actions, nos choix, nos comportements. Et les jeunes aujourd'hui, et c'est un challenge pour eux quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est comme modèle contre modèle qu'on leur propose. Alors, il faudrait qu'ils arrivent à avoir une orientation morale. Ils essaient de trouver, ils cherchent ce qui pourrait les définir, valeurs à partir desquelles ils pourront dire voilà ce que moi je suis. Et dans ces valeurs-là, il faut qu'ils puissent déterminer qu'est-ce qui est juste et injuste pour eux. Qu'est-ce qui pourrait les aider à évaluer s'ils font des options, ils font des choix, qui pourraient leur dire ça, c'est en accord avec ce que je suis, ce que j'aime et ce que j'aimerais être. Donc les valeurs, vraiment, je pense que c'est un devoir, quand on est jeune adulte, d'identifier ses priorités, ses valeurs. S'il n'y a pas de valeurs, moi j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'être humain, quoi. Moi, j'ai une phrase dans laquelle mes enfants se reconnaîtront. Je leur disais quand ils étaient jeunes, moi, je m'en fous du métier que tu auras, je m'en fous du compte en banque que tu auras. Mais j'aimerais que lorsqu'on te regarde, si tu es nu, même nu, tu dois avoir un port de tête qui doit dire que derrière cet individu que j'ai devant moi, j'ai un homme grand H. C'est-à-dire que tu as un port de tête, tu as une stature qui fait que quand on te regarde, on sait qu'on n'a pas un larbin devant soi. Et ça, c'est important. Parce que l'argent, tout le reste, là, c'est pas ça. Le plus important, c'est que quand tu ouvres la bouche, on sait que derrière, cette personne qui a ouvert la bouche, il y a un être humain et qui agit selon le dessein, voilà, de notre Dieu, quoi. Parce que nous sommes sur Terre pour une mission. Voilà, moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Et donc, moi, les valeurs, c'est fondamental. On ne peut pas vivre sans valeur. Et une valeur, quand tu l'as, à la limite, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. On doit pouvoir dire, toi, tu ne feras pas ça, tu feras ci, tu diras ça, tu ne diras pas ça. C'est ce qui te définit, en fait. Donc, le jeune aujourd'hui, malgré tout ce qu'ils ont à gérer comme information voilà, sur le net, dans le monde, ils doivent pouvoir se trouver leur propre balise qui va leur servir de guide afin de réaliser leurs objectifs. Waouh, 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 waouh. C'est déjà dosé là, comme on dit en Côte d'Ivoire. Non, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est tout simple. Oh, c'est tout simple parce que ce jeune, quand il aura conscience de ses valeurs, quelles que soient les décisions qu'il prendra, et surtout s'il est incompris, lui, il aura la satisfaction personnelle d'avoir agi en fonction de ses principes. Et là, Leslie, je ne peux pas te dire ce que ça peut être comme boussole dans la vie, d'avoir des valeurs, parce que au final, au soir de ta vie, là, c'est même au quotidien, quand tu te mets devant ton miroir pour te maquiller, il faut que tu puisses te regarder. Et ce sont les valeurs qui vont faire que tu
tu pourras te regarder et dire, ah ouais, je suis fière de moi. Mais si tu n'as pas de valeur, non, tu n'oseras même pas te regarder. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Wow. Un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent, qui sont connectés depuis la Côte d'Ivoire. Notre invitée, elle nous vient de la Côte d'Ivoire. Alors, merci beaucoup, Gisèle. Nous allons passer à la question suivante. Nous avons été contactés par un jeune qui est dans une phase de regret, malheureusement, suite aux mauvaises décisions qui ont été prises dans le passé. Ouais. Et pensez-vous qu'il y a des limites, en fait, à se fixer face à une prise de décision? Ouais. Si oui, à quel moment faut-il dire stop, en fait? Ben, écoute, en ligne droite de ce que je viens de dire, c'est clair qu'il y a des limites à se fixer. Si tu as des valeurs, des principes, il y aura des choses que tu ne pourras pas accepter. Il y aura des choses que tu ne pourras pas accepter. Donc, déjà, cette personne qui commence à vivre une phase de regret, mais c'est parce qu'il ne se sent pas en adéquation avec ses valeurs. Il ne les a pas déterminées, ou il a dit des choses qui ne sont pas il n'est pas aligné avec ça. Tant que tu es aligné, c'est juste accepter de prendre le temps, ou que les choses prennent le temps pour se faire. Mais il faut être aligné. Et si ce jeune est en phase de regret, c'est que quelque part, il y a une inadéquation. Et là, je fais un clin d'œil à notre éducation à l'africaine. Malheureusement, on n'apprend pas à nos enfants à dire non. On apprend à nos enfants à dire toujours oui. Quelquefois même, on leur dit, tu n'as même pas le droit de regarder un adulte dans les yeux. Mais non, si tu es dans une posture où tu sais que tu as des valeurs, des principes, c'est juste de trouver un mode de communication pour faire comprendre ce que tu souhaites et ce que tu veux. Donc, quand tu es en phase de regret, c'est que déjà, c'est le signal que tu n'es pas aligné. Et quand tu n'es pas aligné, et pendant longtemps, ma chère Leslie, là, c'est le médecin qui parle, tu vas finir avec un burn-out, hein, parce que ta santé mentale, elle va prendre un coup. Quand tu vis des frustrations au quotidien, ben, tu n'es pas bien physiquement et moralement. Parce que tu vis avec des regrets. Des regrets, il y a un ressenti physique. Tu vas te retrouver avec du stress, tu vas te retrouver avec des palpitations quand tu dois pouvoir voilà, justifier tes choix. Tu vas te retrouver avec à gérer des situations qui ne te plaisent pas, simplement parce que tu ne peux pas dire stop. On doit apprendre à dire stop quand on sait qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on est et ce qu'on veut. Mais pour ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et donc, pour moi, ce jeune-là, je lui dirais, comme toujours, de prendre un temps, qu'il fasse un bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit ici? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'il veut? Et on revient toujours au même point. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Que veux-tu faire? Et donc, quand il va se poser, cette personne qui a des regrets, il fait juste un bilan, qu'il fasse le point et qu'il détermine ce qu'il peut mettre dans le panier des regrets qu'on ne peut pas, parce que le passé, tu ne vas pas le refaire. Mais il peut faire le point, qu'il liste ce qui lui a fait profondément du mal, donc quelque chose qu'il ne veut plus revivre, qu'il détermine ce qu'il veut faire, ce qu'il veut être, et qu'il commence à agir dans ce sens-là, dans ce sens de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut être. Et ça, je pense qu'il peut se faire aider des personnes qu'il estime être une référence pour lui, des gens qui ont appris à dire stop, des gens qui ont des principes. Et là, je fais un clin d'œil encore à notre culture africaine qui dit que quelqu'un qui a des principes, quelqu'un qui est rigoureux, c'est quelqu'un de méchant. Eh bien, qu'il aille voir ces personnes qu'on qualifie de méchantes parce que trop rigoureuses, et il apprendra beaucoup. Et il apprendra beaucoup. Il apprendra beaucoup. Parce que dans ces périodes-là, tu as besoin de connaître des gens qui ont vécu selon ces principes et qui te montrent exactement ce qu'il ne faut pas faire, que tu as fait, et qui te montrent le contre-exemple, qui te disent, voilà, moi, j'ai refusé d'abonder dans ce sens, mais aujourd'hui, je n'ai peut-être pas
ça, mais j'ai mon bien-être, ma santé mentale et ma santé physique. Je pense que c'est les conseils que je donnerais à ce jeune-là. Les regrets, ou alors qu'ils prennent aussi le temps de se dire, OK, j'ai fait des erreurs, quelles leçons je peux en tirer, qu'ils les tirent, mais qu'ils prennent des décisions nouvelles pour ne plus recommencer ces erreurs-là. Voilà, qu'ils ne ruminent pas, il faut avancer. Ouais. Il faut avancer, ne pas vivre au hasard, oui, oui. choix de façon intentionnelle. Tout à fait, intentionnel, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, s'il est vraiment dans une phase dépressive, il n'hésite pas, hein, parce que des fois, quand on est dans cette attitude-là, et là, c'est le médecin qui parle encore, on n'a pas l'énergie. C'est-à-dire que s'il est vraiment dans une phase de dépression, ce manque d'énergie pourrait peut-être le bloquer. Donc, qu'il n'hésite pas à consulter un professionnel. Hein. Les Africains ont toujours peur de parler de psychologue, de psychiatre. Mais si, il y a des professionnels qui peuvent l'aider à voir un peu plus clair. Wow. Ce que je retiens aussi, c'est faire des choix en fonction de ses priorités. La priorité, c'est la santé mentale aussi. Ne pas faire des choix juste pour faire plaisir aux autres, mais vraiment priorité soi-même, ta santé mentale. Très important. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler à un jeune parent cette fois-ci. Nous allons parler à un jeune parent. Nous avons appris que il est important de faire des choix professionnels en prenant en compte ses dons et ses talents. Et à ce jeune parent qui nous écoute, Gisèle, comment peut-il aider son enfant à trouver ses dons et ses talents afin de l'accompagner dans ses prises de décisions présentes et futures? Ah ouais, ça c'est la très bonne question, comme on dit. En fait, le jeune parent qui nous écoute aujourd'hui, qui a des enfants, moi, je leur dirais d'abord d'être en mode observation, mode flexibilité, mode ouverture et mode partage. Voilà, mode découverte. C'est-à-dire qu'il n'ait pas d'a priori, de prérequis. C'est vrai, on souhaite toujours en tant que jeune parent le meilleur pour ses enfants. Mais moi, je dirais, et à partir de mon expérience personnelle, ça serait bien de passer du temps de qualité. Et en même temps que je sais que les jeunes parents aujourd'hui, ils ont à faire face à beaucoup de stress professionnel. Aujourd'hui, le monde du travail n'est pas celui que nous avons connu, mais qu'il faut qu'ils s'efforcent à prendre des moments de qualité avec leurs enfants et pendant ces moments-là, qu'ils soient à 100%, pour ne pas dire à 200%, avec ces enfants-là. Qu'ils les observent. Parce qu'un enfant, et avant 6 ans, forcément, eux, ils ne sont pas dans le mode, voilà, ils sont nature. Ils ne sont pas dans le mode retenu. Donc, déjà, dans leur manière de faire, leur goût pour certaines choses, leur attitude, on peut déjà développer, on peut déjà discerner des aptitudes, des compétences, des talents. Vous verrez, moi, je prends l'exemple de mes petits-enfants. J'ai des jumeaux, une fille et un garçon. Alors, c'est 2 tempéraments différents. La Emna, elle, ma petite fille, elle est très manuelle. Quand elle va arriver, c'est la petite qui va toujours te demander une feuille, mamie, donne-moi des crayons de couleur. Mamie, est-ce que je peux prendre ton pinceau? Parce que bon, je fais un peu de peinture, un peu de mosaïque et tout ça. Elle va être très manuelle. Et quand je l'observe, la recommandation que moi je fais, c'est de développer, de choisir des loisirs qui sont en accord avec ce qu'elle aime faire. Et en général, quand on fait ce qu'on aime faire, on le fait tellement bien parce que c'est sans contrainte. Donc, ce jeune parent-là, à qui je devrais dire comment découvrir les aptitudes de tes enfants, c'est d'être en mode ouverture, flexibilité. Qu'ils ne disent pas non, on ne fait pas ça, non, tu ne feras pas ça. Au contraire, qu'ils l'accompagnent.
à la limite même de demander, de lui poser la question, pourquoi tu aimes ça? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que, et la période des cadeaux de Noël, justement, elle arrive bientôt, c'est de choisir des cadeaux en adéquation avec ses talents naturels. Parce qu'on a tous un talent naturel pour lequel on ne fait aucun effort, qui nous a été donné, j'allais dire, mais de manière gratuite par notre, oui, par notre Seigneur, parce qu'il y a pas, par notre Seigneur, par Allah, par tout ce que, en tout cas, tout celui qui conduit l'univers. Et ça, ce n'est pas pour rien. Et tant qu'on n'est pas en accord avec ce qu'on a, on aura forcément une frustration à la longue. Moi, j'ai exercé ma médecine pendant 33 ans, tout simplement parce qu'à l'époque, on n'avait pas la force de dire non à nos parents. Mais ses parents avaient détecté que j'avais des dons pour le dessin, pour l'art, pour tout. Les professeurs venaient les voir et laissaient Gisèle faire de l'architecture. Mais voilà, j'ai fait ma médecine pendant 33 ans. Mais comme à un moment donné, ce talent m'a été donné, il faut bien que je rende compte à un moment donné à notre supérieur là-haut, mais j'ai repris mon bâton d'architecte et cette fois-ci avec ma propre volonté. Et voilà. Et quand tu fais ce que tu aimes, tu ne comptes pas. Moi, ça ne m'a pas. Reprendre des études à 60 ans passés, ça ne m'a pas coûté du tout. J'étais avec des jeunes de 25 ans, 30 ans. On m'appelait la mamie de la session, mais non, on était en mode apprentissage et je peux vous dire que simplement parce que je faisais ce que j'aimais, j'avais beaucoup plus de persévérance et de résilience que les 21 qu'on était là dans notre session. Et je peux dire qu'on arrive à la fin de la formation, il y a à peine une dizaine, hein, tout simplement parce qu'elles sont venues pas par passion, simplement parce que il fallait être là, il faut être décoratrice intérieure, c'est une mode actuellement. Mais non, moi comme je suis venue par passion, eh ben, ça roule. Donc, tout ce que tu fais par passion, tu le feras facilement. Et pour un parent, détecter ça, c'est même une aide pour lui. Parce qu'au lieu de payer pour des études, surtout au coût que ça coûte actuellement, et s'entendre dire avant la fin de la formation, non, papa, maman, je ne peux pas continuer là-dedans, je ne fais pas ce qui me plaît, je veux changer. Mais l'évaluation de ce changement-là, c'est combien de millions que vous aurez perdu. Donc, je pense que très tôt, il faut être en mode observation, en mode flexibilité, en mode partage, en mode ouverture, déterminer les talents, s'informer, parce que le talent doit forcément conduire à un bien-être. Donc, s'informer sur les ouvertures en termes de profession et pourquoi pas accompagner l'enfant dans ce sens-là. Le conseil, le petit conseil que je pourrais donner à ce parent-là qui est en train de vouloir détecter les talents de ses enfants. L'importance d'accompagner les enfants en fonction de leur temps et de leurs parents. Parce que l'influence des parents peut avoir, il peut avoir une influence positive, comme aussi il peut avoir une influence négative. Dans le sens où on s'adresse aussi surtout aux parents là, qui, dès la naissance même de leurs enfants, ils disent déjà que ouais, mon enfant va devenir médecin, mon enfant va devenir avocat. Et pourtant, les enfants, ils n'ont vraiment pas cette passion-là pour la médecine. Mais malheureusement, les parents insistent et ça peut causer des dégâts en fait. Vraiment, avoir cette influence positive dans la vie des enfants, les orienter en fonction de leur temps et de leur talent. Merci. Donc, aider les enfants à découvrir leurs dons et leurs talents, ça demande un investissement humain. Ah oui, d'abord humain, tout à fait. Oui. Et à majorité, les parents ont tendance, en fait, dans nos sociétés actuelles, ils sont beaucoup focalisés là à laisser un héritage matériel dans la vie de leurs enfants. C'est-à-dire, ils vont beaucoup reprendre plus de temps à travailler, nuit et jour. Ils n'auront même pas du temps à passer, en fait,
à la maison avec les enfants. Pourquoi il dit ça? Parce que je dois investir, je dois laisser des biens immobiliers, je dois laisser un investissement matériel quand je ne serai plus là demain à mes enfants. C'est bien tout ça, mais comme dans toute chose, il faut avoir un équilibre. C'est important d'investir sur le plan humain, en fait, auprès de nos enfants. Je vais vous laisser un peu aborder vraiment cet aspect-là. Par exemple, oui, quels conseils donnez-vous vous donnez à ces parents-là qui sont beaucoup focalisés sur l'investissement matériel et mettent un peu de côté tout ce qui est investissement sur le plan humain? C'est tellement donner des conseils, je veux dire que ça peut être prétentieux parce que c'est comme si nous, on avait trouvé le Graal. Hein. Mais c'est vrai que tout parent, dans sa logique de vouloir mettre les enfants dans un bien-être, a tendance à développer l'investissement matériel, à développer tout ce que, et puis bon, notre société de consommation, société actuelle, nous y pousse. Hein. Mais quand on arrive au soir de sa vie, comme je dis, et que tu regardes tout ce qui est investissement matériel et que tu regardes déjà les effets de cet investissement matériel dans certaines cellules familiales, tu te dis que finalement, certaines familles se porteraient mieux s'il n'y avait pas cet héritage matériel que certains parents laissent. Et ceux qui arrivent encore à un certain moment à garder une certaine fraternité, solidarité voilà, familiale, ce sont ceux en fait qui n'ont même aucun matériel à partager, si ce n'est pas être ensemble. Et finalement, je crois que moi personnellement, hein, de toute façon, c'est ce qui a guidé ma vie. Les moyens, l'argent doit servir à fabriquer l'humain. Si cet argent-là ne sert pas à fabriquer l'humain, ce n'est pas la peine. Parce que de toute façon, tu vas arriver à un moment donné où tu pourras avoir ton compte en banque rempli, mais tout ce dont tu auras besoin, c'est juste des personnes de qualité avec qui passer du temps, avoir tes enfants auprès de toi. Et ça, je peux te dire que le nombre de congénères aujourd'hui, milliardaires ou millionnaires que nous connaissons, mais qui sont incapables de réunir 5 personnes. 5 personnes simplement pour passer des moments de qualité, il y en a beaucoup. Ou même simplement même de retrouver leurs enfants. Parce que, je peux te dire, hein, à partir de 60 ans, la liste des aliments, des boissons interdites, on te dit que tu ne dois plus manger ça. Et pourtant, tu te disais, waouh, quand je serai adulte, je m'offrirai tel voyage, je m'offrirai tel plat, je mangerai comme si, je ferai des croisières. Mais tu te retrouves avec des limitations physiques qui font que tu ne peux même pas faire ces voyages que tu veux, tu ne peux même pas manger ce que tu veux. Mais tout ce qui est important pour toi, c'est d'avoir des personnes avec qui passer du bon moment. Donc, l'investissement matériel, oui, si ça peut aider à faire de vos enfants des êtres humains, il n'y a pas de souci. Mais il ne faudrait pas vous laisser, faudrait pas devenir des esclaves de cet investissement matériel, je crois. Je crois que, et c'est là où je dis que la consultation de personnes d'une certaine expérience pourrait aider. Parce que beaucoup ont fait cette erreur-là, c'est-à-dire de construire des grandes maisons avec, s'ils ont 12 enfants, il y aura 12 chambres, en oubliant qu'à un moment donné, ces enfants partiront. Et ils vont se retrouver tout seuls dans cette grande maison avec 12 chambres où ils n'auront qu'à juste fréquenter les 5 ou 10 mètres carrés de leur chambre ou de leur salon. Mais la maison, elle est vide. Mais si cette maison-là n'arrive pas à recueillir, ne serait-ce que les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, mais beaucoup partent plus vite parce qu'ils ont l'impression d'échouer. Et franchement, et c'est là où moi j'apprécie le comportement des Européens à certains stades de leur vie, quand ils ont fini d'éduquer leurs enfants, ils vendent la maison de base, ils prennent un appartement et les sous qu'ils arrivent à générer avec cette vente de leur maison, c'est d'améliorer leur qualité de vie. Donc, investissement matériel, oui, parce qu'il en faut,
L'argent, il en faut. Mais on ne doit pas devenir esclave de cet argent-là et faire en sorte que cet argent contribue à améliorer l'humain. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons parlé tout à l'heure, en fait, de l'influence qu'ont les parents dans la vie de leurs enfants. Alors, concernant un jeune, comment un jeune peut-il amener ses parents à mieux comprendre son choix en ce qui concerne son orientation scolaire et professionnelle? Déjà, quand tu dis amener ses parents à mieux comprendre, on parle de communication là. Oui. Bon, alors, si on parle de communication, il faut déjà qu'il y ait en amont une forme de communication où l'enfant n'a pas peur d'exposer à ses parents ses choix et où les parents créent des moments où ils peuvent échanger avec les enfants pour pouvoir recueillir aussi leur desiderata. Donc, pour que ce jeune-là arrive à expliquer à ses parents, c'est que forcément, il a été mis dans des conditions qui lui permettent de créer cette communication-là. Donc déjà, avant qu'il pense à exposer ses desiderata ou ses choix, il faut qu'il travaille à créer du lien et que les parents aussi travaillent à créer du lien. Et ça, c'est pas évident de passer en tant que parent de ton statut d'éducateur à ce statut de conseiller pour tes enfants. Parce que beaucoup restent bloqués à cette phase d'éducateur, voilà, c'est toujours tu dois. Mais comment on passe de tu dois à tu pourrais? Oui, effectivement, je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut déjà décider de créer cet environnement-là. Et quand l'enfant aura le sentiment qu'il peut venir vers ses parents pour exposer ses choix, eh bien, le jour où il aura envie d'exposer ses choix, il faut qu'il trouve le bon moment. Parce que c'est lui qui connaît ses parents. Il saura quel est le bon moment pour venir annoncer ou solliciter tel conseil. Donc déjà ça, moi, de manière basique, c'est de voir si il est en phase de pouvoir exposer ses choix. Maintenant, s'il n'a pas cet environnement-là, parce que c'est bilatéral, hein, autant il fera une partie, un effort, autant les parents feront un effort. S'il n'a pas cet environnement-là pour exposer ses choix, qui sont quand même décisifs pour sa vie, ben, qu'il trouve un adulte suffisamment à l'aise avec ses parents, cet adulte pourra servir de médiateur, par exemple. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Et là, cet adulte-là pourra trouver les mots, le moment, la manière d'exposer ses choix. Moi, je pense. De toute façon, je pense que les adultes, notamment les jeunes filles, se reconnaîtront là-dedans parce que je pense justement au cas où tu te retrouves devant tes parents pour présenter ton fiancé. Rappelle-toi déjà quelles sont toutes les pensées, toutes les questions qui ont trotté dans ta tête. Tu as cherché le bon moment, tu as trouvé les bons mots. Quand tu n'avais pas la possibilité, tu as trouvé une personne à dire. Ça, c'est la même chose. Autant tu veux annoncer ton fiancé, mais là, tu dois pouvoir trouver le contexte pour pouvoir dire à papa et maman, moi, voilà ce que j'aimerais faire. Mais avant d'aller trouver tes parents, il faut vraiment peser. Moi, je dis toujours à ces jeunes-là qui viennent vers moi, tu fais un tableau, avantages et inconvénients du choix que tu vas prendre. Pour que tes parents sachent que tu as bien parcouru tous les contours de ton choix. Peut-être qu'il y a certaines choses, mais au moins qu'on sent la volonté de dire, voilà, je choisis ça pour ça, voilà les avantages, voilà les inconvénients, mais les inconvénients, je pense que je peux les dépasser. Et là, le parent qui va t'écouter va se dire, bon, waouh, effectivement, il peut être convaincu, hein. Moi, c'est la méthode que j'adopte. Moi, mes enfants savent que pour venir nous voir là, il faut qu'ils préparent le tableau avantages et inconvénients. Ça, c'est bizarre, mais c'est la routine. Ah oui, ils sont tous passés par là, et pour le choix des études, et pour le choix du pays où tu vas faire les études. Vraiment, c'est ça. Avantages, inconvénients,
Et puis, il faut qu'il y ait le plus d'avantages que d'inconvénients, parce qu'il y a toujours des inconvénients. Et ça, quand tu as ça comme pratique, je pense que ça peut t'aider. Wow, merci, merci. Nous allons atterrir tout doucement là. Alors, la question. Quelles sont les 3 leçons que vous avez apprises de la vie en général? 3 leçons. Oui. Alors d'abord, la première, c'est la persévérance. Je pense que la persévérance, d'abord, en toute chose, quand tu choisis, eh bien, tu vas jusqu'au bout. Surtout quand tu as pris tout le temps, voilà. Tu t'arrêtes pas aux premiers échecs. C'est la persévérance. C'est la persévérance, c'est la première leçon. La persévérance, parce que la vie, elle sera pas linéaire, hein, elle est parsemée des défis, d'obstacles. Alors, si à chaque obstacle, tu dois t'arrêter, non. Même quand tu as le sentiment de t'être trompé, si vraiment il n'y a pas risque de mort d'homme, comme je dis, tu vas jusqu'au bout parce que tu dois clore le chapitre. Je prends le cas d'un jeune qui se rend compte en 4e année d'études d'ingénierie, j'ai le cas d'ingénierie mine, qui dit que non, lui, il veut plus faire ça, mais qui en 4e année, il te reste qu'une seule année. Même si tu t'es rendu compte que tu n'es pas dans le sentiment de faire ce métier-là, va jusqu'au bout, tu clôt le chapitre, tu te prends ton diplôme d'ingénieur et après tu bascules, après avoir fait une auto-évaluation sur ce que tu veux, mais au moins tu as clos un chapitre. Il ne faut jamais passer comme ça à chaque défi, obstacle, te dire non. Moi, il faut clore le chapitre. La persévérance jusqu'au bout. Quand on a déterminé ses choix, il faut aller jusqu'au bout. Et deuxième leçon, c'est l'apprentissage. Il faut être en mode apprentissage permanent. La vie, elle change. Il faut s'adapter. Il ne faut pas rester fermé. Parce que si tu restes fermé, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'occasions que tu vas rater. Et moi, je suis en mode apprentissage continu. Tant que je pourrais, voilà, c'est ce qui me permet, moi, j'ai fait par exemple, j'ai fait mes 5 années de pédiatrie. Après, je me suis retrouvée dans un environnement en tant que médecin d'entreprise. Je me suis rendu compte qu'il fallait encore que j'ai le diplôme de médecin du travail. Donc, je suis repartie. J'ai fait encore mes 5 années de spécialité. Donc, et après, je me suis rendu compte que, bon, à la fin de mon parcours de médecin, je ne voulais pas être clinicien. Je me suis mise dans l'audit. Mais si je n'avais pas cette capacité de remise en question et puis d'apprentissage, mais jamais je passerais d'une étape à l'autre. Et c'est ça qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Quand après la retraite, je me suis posé la question, alors, tu ne veux pas être clinicienne, les audits, tu n'en feras pas tous les jours, parce que de toute façon, pour moi, c'est entretenir le cérébral, comme je dis, et puis voilà, ne pas me couper de mon domaine de base. Et qu'est-ce qui te plairait vraiment? Qu'est-ce qui va te faire donner envie de te lever tous les jours et devant lesquels tu vas passer des heures sans t'en rendre compte? Mais c'est l'apprentissage. Donc, je n'ai pas eu peur de changer de métier. Donc, ça, c'est vraiment deuxième leçon. Et troisième leçon que je suis en train d'apprendre, c'est que finalement, le matériel et tout ça, c'est toi qui dois c'est toi qui dois contrôler le matériel et pas que le matériel te contrôle. Parce que si tu te laisses contrôler par le matériel, tu vas être frustré. Vraiment frustré. Et c'est ça qui fait que des retraités aujourd'hui se retrouvent aigris parce qu'ils pensent qu'ils ont travaillé toute leur vie durant à accumuler du matériel. Et puis finalement, autour d'eux, il n'y a rien, quoi. Il n'y a personne. Et ça c'est important. Et je suis très contente d'avoir appris cette leçon-là très tôt. Très tôt. Et voilà. Donc, l'humain au centre, finalement, on revient à ce pourquoi nous sommes sur Terre. Hein. L'amour pour les autres, l'amour pour soi. Donc, voilà les 3 leçons que je pourrais te donner. Il y en a d'autres, mais c'est les 3 leçons.
que je retiens essentiellement et qui sont les moteurs actuellement de ma vie. Wow. Merci. On va parler de la génération sandwich. La génération sandwich, en fait, c'est une génération qu'on retrouve dans la tranche des personnes âgées de 55 à 65 ans. Je l'ai lu dans un livre. Cet auteur nous disait que cette génération, en fait, elle est confrontée à plusieurs rôles. Le rôle d'époux, le rôle de maman, le rôle de grands-parents et le rôle d'aidants proches. Et la question ce que j'ai appris de ce livre, c'est que dans cette génération, c'est une tranche d'âge en fait où les seniors sont de plus en plus attirés à faire des activités, à voyager. En même temps, ces seniors-là doivent s'occuper en fait de leurs parents qui sont par exemple malades en maison de repos. Et il y a vraiment ces différents rôles-là, mais ils ont du mal à trouver l'équilibre. Pour revenir dans notre contexte, nous parlons en fait des jeunes adultes. La plateforme s'adresse aux jeunes adultes. On retrouve aussi ce phénomène chez les jeunes adultes, la génération sandwich. C'est-à-dire, on va retrouver un jeune adulte qui est confronté à ces différents rôles de parents, de travailleurs salariés, et en même temps qui doit gérer la maison et tout. Il y a tout ça qui peut ramener le jeune à un burn-out. Alors la question que j'aimerais vous poser en fait, comment ce jeune peut-il trouver l'équilibre dans ces différents rôles? Parce que je vous pose cette question parce que voilà, je trouve que vous le gérez très bien en tant qu'entrepreneur, en tant qu'épouse, maman et mémé. Vous réussissez à trouver cet équilibre-là. Et en partant de votre expérience, quels conseils vous donnez à ce jeune qui aimerait trouver l'équilibre dans ces différents rôles? Alors, là, toujours conseil. Moi, je vais parler de mon expérience, hein, parce que je pense que ça, je pense que c'est ce dont je pourrais le mieux parler. En fait, génération sandwich, pour moi, tel que tu l'as expliqué, nous sommes tous de la génération sandwich. Hein. C'est vrai qu'on a déterminé une tranche de 55 ans autre, mais je pense que moi, je l'ai vécu déjà, j'avais pas 35 ans, cette notion de génération sandwich. Pour moi, c'est responsabilité, c'est le jeune adulte qui se retrouve confronté à deux responsabilités majeures. Celle de prendre soin de lui-même, de sa famille, et celle de prendre soin de ses parents vieillissants. Et ça, je pense que déjà, toutes les tranches d'âge sont concernées. Déjà, même, on peut même descendre à 35 ans, 40 ans. Moi, je l'ai vécu déjà entre 35 et 40 ans. Et cette situation-là, dans cette gestion, elle te ramène, moi, elle m'a ramené à ce qu'on avait dit plus haut. Hein. C'est déjà de déterminer nos valeurs, nos piliers. Et je suppose que dans ces piliers-là, il y a la partie empathie, la partie humanité, et il y a la partie prendre soin de soi tout en étant au service de l'autre. Je crois que c'est le premier conseil que je donnerais quand on est de la génération sandwich, parce que pour moi, avant d'aider les autres, il faut que toi, tu sois dans les bonnes dispositions. Tu ne peux pas aider quelqu'un si toi-même, tu n'es pas dans les bonnes dispositions mentales et physiques pour le faire. Donc, dans cette gestion-là, de ces deux types de responsabilités, il faut que ton bien-être soit une priorité pour toi. Ça a l'air... ça peut choquer, hein, parce que les gens vont traduire ça d'égoïsme. Non. Ce type d'égoïsme-là, c'est une nécessité. Parce que si tu n'es pas un peu égoïste dans cette gestion de ces deux types de responsabilités, tu vas passer dans le cap du burn-out. Et cet égoïsme-là, c'est cette capacité à reconnaître qu'à un moment donné, tu as atteint une limite
Une limite que si tu franchis, tu vas te retrouver avec ton bien-être physique et mental touché et tu vas te retrouver en train de basculer. Donc, cette limite-là, quand tu l'as identifiée, tu dois être capable de dire stop. C'est pas évident. Je dis bien, c'est pas évident, surtout en étant aidant de parents proches, ton père et ta mère, de dire stop. Mais il faut dire stop. Parce que quand tu dis pas stop, tu es emporté également. Et ça, je parle d'expérience personnelle. Même avec quelqu'un, moi, j'ai eu à vivre la mort de mes deux parents chez moi. Ma mère est restée chez moi pendant au moins 6-7 mois avant de partir. Mon père, lui, ça a été juste une question de semaines. Mais à un moment donné, tu es happé. Ils vont te happer. Tu vas te sentir tellement happé que si tu n'as pas cette capacité à résister en te disant si je me laisse entraîner, nous partirons à deux, tu vas te retrouver effectivement en situation de burn-out. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aider. Tu dois pouvoir aider, mais en fixant des limites, un cadre. Et je peux donner une astuce que j'utilisais dans ces moments-là, surtout en fin de vie, où tu as ton parent qui peut t'appeler à 2h, 3h du matin. Alors imagine un médecin qu'on appelle à 2h, 3h du matin et qui sait très bien, parce que tu sais déjà d'avance à peu près ce qui va se passer. C'est juste la manière que tu ne sais pas. Mais si tu n'anticipes pas, imagine on t'appelle pendant 6 mois à 2h, 3h du matin. Comment tu fais toi le matin pour être performant au travail? Travail qui va te permettre d'aider tes parents. Parce que financièrement, si tu n'es pas apte à travailler et à recevoir ton salaire, tu ne pourras pas les aider. Donc, tu as un cadre. Alors moi, j'utilisais les technologies de l'époque, parce qu'avant, on n'avait pas des téléphones qui permettaient de se mettre en veille. Je définissais une plage horaire pendant laquelle je ne devais plus recevoir d'appels, mais j'avais en amont pris des dispositions pour que même si quelque chose leur arrivait, ils savaient qui contacter, ils savaient dans quelle clinique aller, ils savaient que telle personne, tel professionnel pouvait les recevoir, ils n'avaient pas à se préoccuper du financier. Et moi, ces pages horaires, mon cerveau enregistrait l'information suivante: tu as le droit de te reposer entre 21h et 6h du matin. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est important pour le cerveau. Donc, la génération sandwich doit pouvoir gérer les responsabilités, ok, mais en ne s'oubliant pas. Parce que quand tu t'oublies, tu ne pourras pas être efficace. Et si tu sens que tu as des limites, que tu peux pas, que tu n'arrives pas à gérer, n'hésite pas à demander de l'aide. Et je reviens toujours, on n'est pas des superwoman, des superman. N'hésite pas à demander de l'aide. De l'aide simplement pour que quelqu'un prenne le relais à ta place. Surtout nous, on a des familles importantes. Si tu essaies de trouver quelqu'un qui pourra t'aider à prendre le relais en termes de présence physique, en termes de présence financière. Bon, ça, c'est pas évident, mais bon, n'hésite pas à identifier quelqu'un qui pourra, sur lequel tu pourras te reposer. Et puis, planifier. Il faut planifier. Il faut pouvoir te dire, je suis performante, je suis à 200%, je peux être efficace de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, mais tel autre jour, je prends le moment pour moi. Et tu n'hésites pas à dire non. Et c'est là que je reviens toujours dans cette capacité à dire non. Il ne faut pas subir. Non, parce que de toute façon, tu vas te faire happer. Si tu n'arrives pas à dire non, forcément, tu vas vivre des choses. Et moi, ça, c'est ce qui m'a aidé. Et j'ai eu à gérer ces deux phases-là. Et je peux te dire que je n'ai pas eu, tout en étant à 200% avec eux, hein, franchement, je ne peux même pas raconter, à 200%, mais je prenais des moments pour moi et pour ma famille. Pour ma famille, tu dois te dire à tel moment, ça, nous n'allons pas modifier notre mode de vie parce que nous sommes aidants. Non, tu es aidant, mais tu restes une personne à part entière avec des besoins et voilà, avec des besoins, quoi. Et donc, voilà, c'est être réaliste, planifier. Donc, si tu planifies, je pense que tu ne seras pas, il n'y aura pas beaucoup d'imprévus et puis tu prendras le contrôle de la situation. Et cette génération sandwich, ben, nous sommes tous appelés à passer par là. Hein.
Merci. Nous sommes malheureusement, j'aimerais continuer, mais malheureusement, on Bah doit, oui. on doit vraiment respecter le timing là. Hmm. Ça s'appelle aussi, voilà, respecter le timing et qui a été mis en place. Vraiment, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante C'est moi d'avoir aussi. accepté d'intervenir Ouais, sur cette plateforme. Merci beaucoup. de rien. Et j'espère que les peu de choses que j'ai dites vont aider certaines personnes ou certains jeunes là actuellement. Certes, c'est en un court temps, mais vous avez quand même dit des choses vraiment impactantes. C'est pas peu ce que vous avez dit. Ce que vous avez partagé là, ça va vraiment, je crois que ça va vraiment apporter des fruits là, dans la vie de ce jeune adulte, de ce jeune qui nous écoute. Ça va vraiment faire la différence dans sa vie. Je suis vraiment persuadée. Merci, merci beaucoup. C'est Merci moi. aussi à vous qui vous êtes connectés depuis la plateforme Facebook, depuis la plateforme YouTube. Et nous sommes aussi sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, Leslie Chum. Nous serons vraiment ravis de partager encore d'autres messages, d'autres invités qui vont nous rejoindre. Partagez, partagez. Merci pour votre fidélité surtout. Alors, n'hésitez pas à partager, à vous abonner surtout. À la prochaine émission et on se revoit très vite. Bye bye. Merci, merci Leslie. Merci. Bon.